Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. On ouvre ce journal par le décryptage dominical de l'actualité, toujours en compagnie de notre professeur, de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dossier du Sahara marocain pour commencer, cette position positive exprimée par l'ancien président d'Afrique du Sud et chef du parti MK, Jacob Zuma, a affirmé mardi dernier à l'issue de ses entretiens avec Nasser Bourita le soutien de son parti à l'intégrité territoriale du royaume ainsi qu'au plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine comme seule solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Quelle lecture faites-vous de la déclaration de l'ex-président sud-africain dans ce contexte d'évolution positive de la question du Sahara marocain? C'est un acte politique et diplomatique important que la visite de l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, dans le royaume. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Il a été également reçu par la Chambre des conseillers. Il faut rappeler que voici 6 semaines à peu près, le 11 juin dernier, son parti, le MK, avait déjà pris position en faveur de la cause nationale dans un long texte d'une bonne quinzaine de pages où il avait argumenté pour dire que c'est une question qui relève évidemment de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume, les liens historiques entre les provinces sahariennes récupérées et l'empire chérifien, donc les siècles à ce sujet. Et puis il avait expliqué aussi que la Marche verte avait été un acte de décolonisation et il avait ajouté, je parle de ce communiqué de son parti, il avait ajouté que le temps était venu de repenser un peu les relations entre le Maroc et l'Afrique du Sud à la lumière des reconfigurations géostratégiques qui se font. Un point précis avait été soulevé, c'est la nécessité de réfléchir ensemble à un nouveau partenariat entre deux puissances influentes, économiques, qui comptent, le Maroc au nord et l'Afrique du Sud au sud. C'est extrêmement important et donc voilà quelque chose d'important. J'y ajoute plusieurs observations rapides. La première, c'est que c'est historique, c'est une prise de position historique parce que Jacob Zuma était président d'Afrique du Sud de 2009 à 2018, qu'il a été un des dirigeants du parti, l'ANC, d'Oliver Tambo et de Nelson Mandela. Donc voilà un changement tout à fait significatif et marquant de la doctrine habituelle et conventionnelle de l'ANC sur la question nationale. Je crois que c'est quelque chose de nouveau. Au niveau de l'Afrique du Sud, ça va être un débat de politique intérieure. Au niveau également du continent, parce que ça va marquer davantage l'isolement du pays voisin, compte tenu des relations privilégiées qu'il y avait, et que ça va être pris en considération par un certain nombre d'acteurs étatiques, d'États, au niveau de l'Union africaine en particulier, dans le cadre de cette dynamique marquée, je conclus, par déjà, voici depuis 1 mois et demi, la reconnaissance de la souveraineté marocaine par le Ghana et également par un autre pays anglophone, en l'occurrence le Kenya. Donc il y a quelque chose de fondamental et c'est pour ça qu'il faut saluer cette initiative de l'ancien président Jacob Zuma. Et sur le plan social, ce gros dossier sur la table de l'exécutif, la commission nationale chargée du suivi des systèmes de retraite s'est réunie jeudi dernier à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement et avec la participation des syndicats les plus représentatifs ainsi que de la CGEM. Les concertations entre les différents acteurs sont donc engagées. Pensez-vous qu'elles pourront déboucher sur une vraie réforme structurelle sur la base d'un consensus solide ? C'est un agenda qui a pris du retard, il faut le relever. La fin de l'année dernière, le gouvernement avait annoncé que pour les premiers mois de 2025 serait sur la table la question de la réforme des caisses de retraite. Nous sommes au mois de juillet, c'est 7 mois de l'année, de la présente année. Donc le moment est venu de remettre ce dossier donc en délibération dans le cadre de quoi? Dans le cadre du dialogue social. Précisément ce qui avait empêché que ça soit inscrit à l'ordre du jour des réunions de mars et d'avril en particulier, c'était le blocage qu'il y avait eu et la polarisation sur le projet de réforme de la loi sur la grève. Et donc ça avait créé un climat qui n'était pas favorable parce qu'il y a un autre grand dossier, celui des caisses de retraite. Aujourd'hui, c'est le cas parce que c'est une contrainte. Et il faut souhaiter que cette fois-ci, les choses avancent
Il y a eu cette réunion de la Commission nationale suivie avec le chef du gouvernement jeudi, vous le savez. Il y a un agenda qui a été prévu pour le mois de septembre, donc sur la base de la rentrée d'ateliers, de réflexions partagées, etc. C'est un dossier extrêmement complexe, mais qui appelle des arbitrages. C'est-à-dire on ne peut plus continuer en l'état. Pourquoi ? Parce que c'est un problème financier pour les caisses de retraite. Je vous signale que la CMR est en déficit en 2028, et donc c'est extrêmement préoccupant. D'autres caisses également sont dans des situations comparables ou voisines. Il faut donc trouver un consensus sur les points qui sont à l'ordre du jour. C'est quoi? C'est quelle réforme? Et comment arriver à un consensus? Les points de divergence actuels sont les suivants. C'est 3 paramètres. Le premier, c'est évidemment ce qu'on appelle la réforme paramétrique avec le problème de l'âge. Actuellement, c'est 63 ans, 60 ans dans le secteur privé, 63 dans le secteur privé. Le gouvernement veut porter ça à 65 ans. Ça, c'est une position qui n'est pas admise pour l'instant par les syndicats. Deuxième paramètre, c'est le taux de cotisation. Le gouvernement souhaite augmenter le taux de cotisation des travailleurs. Évidemment, ça passe difficilement pour les syndicats, mais on va voir. Et troisième point, c'est le problème des pensions. Il est question, évidemment, de réduire les pensions, à tout le moins de les maintenir sans qu'elles soient liées donc à des augmentations. C'est des choses qui sont difficiles, aux arbitrages. Il y a également sur la table, en même temps, la restructuration du système des caisses de retraite. Savez-vous qu'il y a au Maroc 10 régimes particuliers de caisses de retraite, un système très fragmenté. L'idée, c'est d'aller vers la constitution de 2 pôles, un pôle public et un pôle privé. Pôle public, c'est la CMR et le régime collectif de RCAR qui est géré par la CDG. Le pôle privé, c'est la CNSS et la CIMR. Ça implique donc beaucoup de travail et de volontarisme. Et puis, il faudra bien arbitrer. On ne peut pas arriver à 2026 sans que cette question de la réforme des caisses de retraite soit enfin tranchée. À présent, professeur, cet autre chiffre qui a attiré l'attention cette semaine, 1,5 million. C'est le nombre de Marocains résidant à l'étranger ayant regagné du 10 juin au 10 juillet le territoire national. On parle là d'une progression de 13,3% par rapport à 2024. Que révèle pour vous cette hausse notable des arrivées des MRE dans le cadre de l'opération Marhaba? Et puis, quelles retombées sur le tourisme et l'économie locale? D'abord, il faut s'en féliciter qu'il y ait cette ferveur de nos compatriotes pour passer leurs vacances au Maroc. C'est un point important. Ça se traduit également par un certain nombre d'autres conséquences. Et parmi eux, il y a des touristes, évidemment. Il y a donc une augmentation des nuits touristiques, des nuitées dans les hôtels, etc. C'est important. Vous savez que le flux des touristes MRE est pratiquement de 49%. 49% par rapport aux 51% étrangers. Donc c'est extrêmement important, c'est un potentiel. J'ajoute que le taux de 13% était tout à fait significatif. Il se situe dans le palier de progression que l'on avait observé. Pour 2025, on avait eu par exemple 3,5 millions de touristes. On avait également un pourcentage important de véhicules, à peu près 800 000. Ça tient aussi, il faut le relever, les politiques publiques sont utiles, il faut le dire, aux mesures d'organisation qui ont été prises dans le cadre de la préparation de l'opération Marhaba, avec des mesures tout à fait intéressantes. Il y a eu une mobilisation des personnels locaux. Il y a eu également 6 centres à l'étranger, vous savez, dans les ports, France, Espagne, Italie. Il y a également 20 sites au Maroc. Il y a 4 ports, 10 aéroports, dont pour la première fois les aéroports de Dakhla et Laayoune. La fluidité du trafic, 29 navires, 12 liaisons, 520 rotations par semaine. Donc autant d'éléments qui facilitent le retour de cette communauté donc, au royaume. Je crois que c'est extrêmement important et c'est un bon signe de la mobilisation de cette communauté
pour les besoins du pays et les besoins de développement. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Direction à présent Kigali, la capitale rwandaise a abrité ce week-end les travaux d'un symposium scientifique international organisé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Cette rencontre s'est tenue sous le signe des valeurs morales en islam et leur impact sur la paix sociale en Afrique. L'occasion de mettre en avant le rôle de l'institution d'Imarat al-Mouminin dans la gestion de la chose religieuse et la préservation des constantes islamiques en Afrique. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Kigali, Ahmed El-Alaoui, Othman Tazi, avec un récit d'Iman Ablou. Une rencontre qui consacre la vision de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, présidée par Amir al-Mouminin, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une vision portée sur la consolidation de la paix spirituelle, la promotion des valeurs islamiques de coexistence, de tolérance et de coopération dans l'édification des sociétés africaines. La Fondation Mohamed VI des oulémas africains joue un rôle de leader dans ce domaine. Ce symposium en est une nouvelle illustration. La Fondation a veillé à la tenue de plusieurs colloques et conférences. Elle a également lancé plusieurs activités en vue de lutter contre la violence, l'extrémisme et de promouvoir les principes de modération et de paix dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Nous tirons beaucoup de fierté de la Fondation et de tout ce qu'elle a accompli à ce jour pour la promotion des valeurs de paix et du juste milieu à l'échelle mondiale et africaine. L'expérience rwandaise est également au centre des débats. Elle constitue un modèle africain réussi de reconstruction et de consolidation de la stabilité et de la sécurité du pays, se basant en cela sur la réconciliation, la justice, la mémoire commune et la consécration de la culture du vivre ensemble. Ce symposium revêt une importance capitale dans la mesure où il met en avant le rôle de la paix dans le développement humain et le maintien de la paix sociale dans le continent. L'expérience rwandaise est édifiante en la matière. Elle demeure un symbole de cohésion et de vivre ensemble entre les différentes communautés qui ont réussi à préserver la paix et l'unité de leur patrie. Ces travaux ont été sanctionnés par des recommandations avec un appel à s'inspirer des hautes orientations royales contenues dans les discours et messages du souverain pour promouvoir les valeurs de paix et du vivre ensemble en Afrique. Les participants ont également plaidé pour l'intégration de l'enseignement des valeurs morales islamiques dans les programmes éducatifs des pays africains, outre l'organisation de conférences scientifiques sur la coexistence dans les pays du continent et d'ateliers éducatifs sur la consolidation des valeurs de paix. Page Monde, aujourd'hui encore, de nouvelles attaques israéliennes ont visé plusieurs zones de la bande de Gaza. 57 Palestiniens ont été tués et des dizaines de blessés. Les tirs de l'occupation ont visé un point de distribution d'aide humanitaire dans la zone de Zikim, au nord-ouest de la ville de Gaza, où des milliers de personnes étaient rassemblées, toutes cherchant à obtenir de la farine. Le Hamas dénonce un massacre. Et aussi touché par des violences meurtrières, la Syrie vit sa première matinée sans affrontement depuis une semaine. La province de Souaïda, théâtre d'affrontements communautaires entre les combattants druzes et groupes rivaux, renoue enfin avec le calme ce dimanche. Un cessez-le-feu y a été décrété par Damas, offrant un répit aux violences qui ont fait plus de 1000 morts. Retour chez nous, sous nos cieux, où le soleil était à son zénith cette semaine. Qui dit canicule dit risque accru d'insolation. Alors comment éviter les coups de chaud, notamment chez les enfants et les personnes âgées? Voici quelques bons réflexes pour ne pas laisser la chaleur vous jouer un mauvais tour. Reportage à Fès, Anouar Roumari et Zakaria Mokinbillah. Il est 11 h environ à Fès et le soleil tape déjà fort. Dans les rues et boulevards, les passants sont nombreux. Parmi eux, des personnes âgées. Si certains ont pensé à se munir de bouteilles d'eau et de casquettes, d'autres n'ont pas pris ces précautions, pourtant si cruciales en ces journées de forte chaleur.
J'arrive d'une autre ville. À Fès, les chaleurs sont suffocantes. Je suis toujours muni d'une bouteille d'eau. Je porte une serviette mouillée autour du cou. Tout se passe bien, il faut juste prendre ses précautions. En cas d'exposition prolongée aux rayons du soleil, le risque d'insolation est bien réel. Ses symptômes, élévation de la température corporelle, manifestation de maux de tête, vertige, nausées ou assèchement. Au CHU Hassan II de Fès, le nombre de cas d'insolation augmente en période estivale. Avec la canicule, je ne me sentais pas bien. Alors je me suis adressé au médecin qui a décidé de mon hospitalisation. Le médecin m'a recommandé de boire de l'eau et d'éviter l'exposition aux rayons. L'insolation est caractérisée par une fatigue excessive, des maux de tête, du vertige et de la nausée. Il y a aussi l'augmentation de la température corporelle qui peut dépasser les 40 degrés. Afin d'éviter ces symptômes, les spécialistes recommandent aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies chroniques d'éviter les endroits chauds, de boire des quantités suffisantes d'eau et de se protéger des rayons en portant toujours une casquette et des vêtements légers aux couleurs claires. Cap au nord et direction Asséla, cette ville paisible change de visage en cette période de vacances estivales, devenant un véritable pôle d'attraction touristique. Avec l'essor des investissements dans le secteur, la cité atlantique se métamorphose peu à peu, focus sur ces projets porteurs qui stimulent le développement économique et social local avec Saïd Najah, Mehdi Karaksho et Zakaria Moukhinbila. Asséla, la perle de l'Atlantique, séduit par sa position stratégique et ses atouts touristiques. Cité balnéaire, la ville présente un mix entre magie du passé, dynamisme du présent et attractivité culturelle et artistique. Autant d'atouts pour en faire une destination prisée par les investisseurs. Complexe et unité hôtelière de standing qui voit le jour, au bonheur des visiteurs en quête d'une expérience touristique spéciale. Nous avons choisi de passer les vacances à Asséla. C'est une belle ville avec un charme particulier. Nous avons opté pour Asséla qui est une ville touristique importante pour notre projet. Notre complexe est fin prêt. Tous ses services sont opérationnels. Ici, un autre projet touristique est en cours de finalisation. Comprenant des résidences touristiques et un hôtel 4 étoiles, cet investissement est l'initiative d'un opérateur originaire d'Asséla. Il a été encouragé par la dynamique culturelle que connaît la ville, ainsi que par les échéances sportives nationales à venir. Nous avons choisi d'investir dans les infrastructures touristiques afin de contribuer au développement régional et local de la ville. Notre pays s'apprête à accueillir des événements importants tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Nous avons donc souhaité créer de nouveaux postes d'emploi au profit des jeunes. La situation stratégique d'Asséla à proximité de Tanger lui ouvre de grandes potentialités touristiques et économiques, des atouts qui appellent à davantage d'investissements dans l'optique d'accueillir davantage de touristes. Sport tennis avant de refermer ce journal et cette belle victoire du Kazakhstanais Alexander Bublik en finale du tournoi ATP 250 de Gstad. 34e joueur mondial, Alexander Bublik s'est adjugé son premier titre sur terre battue en s'imposant 6-4, 4-6, 6-3 face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo. Jusqu'ici, Bublik s'était imposé sur gazon, notamment à Halle et sur dur à Montpellier et Anvers, sans jamais briller sur terre battue. Cette saison marque donc un tournant pour ce jeune joueur en pleine ascension. Voilà, c'était donc l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.